Agatha Christie, Némésis. 1. Prélude. L'après-midi, Miss Jane Marple avait coutume de déplier son second journal. On lui en posait 2 chaque matin devant sa porte. Le premier, elle le lisait en dégustant son thé du lever, si la tournée se faisait à l'heure, s'entend. Le gamin qui livrait était connu pour ses horaires fantaisistes. Fréquemment aussi, il y avait un nouveau ou un remplaçant temporaire, et chacun avait son idée personnelle sur l'itinéraire à suivre. Façon de rompre la monotonie, peut-être. Mais les clients qui avaient l'habitude de lire tôt pour grappiller le plus possible de détails croustillants dans les nouvelles du jour avant de partir prendre le bus ou le train du travail, étaient fort mécontents si le journal arrivait en retard, alors que les dames d'un certain âge, ou d'un âge certain, qui menaient une vie paisible à Sainte-Marie-Mead, préféraient l'ouvrir à la table du petit déjeuner. Ce jour-là, Miss Marple avait absorbé toute la première page, et quelques autres articles du quotidien qu'elle avait surnommé le Daily Fourre-tout, allusion ironique au fait que, à son grand dam et à celui de certaines de ses amies, son journal, le Daily Newsgiver, depuis un changement de propriétaire, présentait des rubriques sur la mode masculine et féminine, les palpitations de cœur de ces dames, les concours pour enfants, les lettres de récrimination des lectrices, et avait réussi le tour de force d'évincer les véritables informations de toutes ces pages, à part la une, ou de les reléguer en quelque obscur recoin où il était impossible de les trouver. Miss Marple, qui était de la vieille école, préférait que ces journaux soient des journaux et vous donne les nouvelles. L'après-midi, après avoir déjeuné et s'être octroyé une petite sieste de 20 minutes dans un fauteuil droit qu'elle avait spécialement acheté pour satisfaire aux exigences des rhumatismes de son dos, elle avait ouvert le Times qui méritait encore qu'on prenne le temps d'une lecture attentive. Dieu sait qu'il n'était pourtant plus ce qu'il avait été. On ne s'y retrouvait plus, c'était exaspérant. Au lieu de partir de la première page, et connaissant l'emplacement du reste de pouvoir passer directement aux articles qui vous intéressaient, il y avait à présent de singuliers accros dans ce vieil et bon ordonnancement. 2 pages illustrées étaient soudain consacrées à Capri. Le sport apparaissait plus en vue que jamais auparavant. Les nouvelles de la cour et la nécrologie restaient un peu plus dans la tradition. Les naissances, mariages et décès, auxquels à une époque Miss Marple s'intéressait avant tout en raison de leur position prééminente, avaient émigré dans une autre partie du journal, bien qu'elle eût remarqué que dernièrement, ils avaient tendance à se retrouver presque toujours en dernière page. Miss Marple porta d'abord son attention sur les titres de la une. Elle ne s'y attarda pas longtemps, car ils reprenaient pratiquement ce qu'elle avait déjà lu le matin, avec plus de tenue peut-être. Elle baissa les yeux sur le sommaire. Articles, commentaires, sciences, sport. Puis elle poursuivit son processus habituel, retourna le journal, pour jeter un rapide coup d'œil sur les naissances, mariages et décès, après quoi elle se proposa de passer au courrier des lecteurs, où elle trouvait presque toujours quelque chose à se mettre sous la dent, puis à la chronique mondaine, sur la page de laquelle on trouvait aussi les derniers échos de la salle des ventes. Un petit article scientifique se trouvait souvent là, mais elle ne le lisait pas. En général, elle n'y comprenait rien. C'est quand même triste, songea-t-elle, comme si souvent, en parcourant les naissances, mariages et décès, il n'y a plus que les morts qui soient intéressants. Des gens avaient des bébés, certes, mais il y avait peu de chances que Miss Marple connaisse, ne fût-ce que de nom, les gens à bébés. Peut-être, s'il n'y avait eu dans la rubrique naissance une colonne spéciale petits-enfants, aurait-elle pu avoir le plaisir de se rappeler quelqu'un, de se dire par exemple « Sapristi, Marie Pendergast est grand-mère pour la 3e fois », mais même cela aurait été un peu lointain. Elle parcourut les mariages sans trop s'attarder non plus, car il y avait belle lurette que la plupart des filles et fils de ses vieilles amies avaient convolé. Parvenue à la colonne d'essai, elle se concentra, suffisamment en tout cas,
pour être sûr de ne pas manquer un nom. Holloway, Angopastro, Arden, Barton, Bedshaw, Burgerweiser, un nom bien teuton ça, même s'il semblait avoir été de Leeds, Carpenter, Camperdown, Clegg. Clegg? Elle en connaissait des Clegg. Était-ce l'un d'eux? Apparemment non. Janet Clegg, quelque part dans le Yorkshire. MacDonald, Mackenzie, Nicholson. Nicholson? Non. Encore une fois, ce n'était pas l'un de ceux qu'elle connaissait. Hogg, Ormerod, une de ses tantes sans doute. Probablement, Linda Ormerod. Non, de Linda, elle n'en avait pas connu. Cantrill. Bonté divine, ce devait être Elizabeth Cantrill. 85 ans. Ça alors, elle croyait Elizabeth Cantrill morte depuis plusieurs années. Qui eût dit qu'elle aurait vécu si longtemps? Avec sa santé délicate, on ne la voyait pas faire de vieux os, elle. Race, Radley, Raphael. Raphael? Tiens donc, ce nom lui disait quelque chose. Raphael, Bedford Park, Maidstone. Non, elle ne se rappelait pas d'une telle adresse. Ni fleur ni couronne. Jason Raphael, un nom bizarre qu'elle avait simplement dû entendre quelque part sans doute. Ross Perkins. Si c'était... Non, ce n'était pas. Ryland? Emily Ryland. Non, elle n'avait jamais connu d'Emily Ryland. Son mari et ses enfants, à leur femme et leur maman chérie. Très touchant, ma foi, ou très triste. Question de point de vue. Miss Marple posa son journal et jeta négligemment un œil sur les mots croisés, tout en essayant de se rappeler pourquoi le nom de Raphaël lui était familier. « Ça me reviendra, fit-elle, en sachant par longue expérience comment fonctionnait la mémoire des gens âgés. Ça me reviendra, sans aucun doute. » Son regard obliqua vers la fenêtre et sur le jardin, mais elle se força à détourner les yeux pour ne plus y penser. Ce jardin avait été la source d'un immense plaisir pour Miss Marple, ainsi qu'un lourd fardeau, pendant bien des années. Et voilà que ses enquiquineurs de médecins lui avaient défendu d'y travailler. Une fois, elle avait essayé de transgresser cet interdit. Mal lui en avait pris. Elle avait donc orienté son fauteuil de façon à ne plus la voir en ligne de mire, à moins de vouloir pour une bonne raison y regarder quelque chose de précis. Avec un soupir, elle s'empara de son sac à tricot et en sortit un ouvrage en cours d'achèvement, une petite veste de laine pour enfants. Le dos était fait, le devant aussi. Maintenant, il fallait se mettre aux manches. Quelle barbe, les manches! 2 fois la même chose, oui, quelle barbe! La laine était d'un joli rose, cependant, de la laine rose bonbon. Minute. Qu'est-ce que ça lui rappelait? Oui, ça lui rappelait ce nom qu'elle venait de voir dans le journal. De la laine rose, une mer bleue, la mer bleue des Caraïbes, une plage de sable, le soleil. Elle qui tricotait mais bien sûr, et Monsieur Raphael, ce voyage qu'elle avait fait aux Caraïbes, Saint-Honoré, un cadeau de son neveu Raymond. Elle entendait encore Joan, sa nièce par alliance, la femme de Raymond, lui dire « Ne vous mêlez plus d'affaires de meurtre, tante Jane, ce n'est pas bon pour vous. » Eh bien, même sans vouloir s'en mêler, c'était arrivé, tout seul, comme ça, à cause d'un vieux major à l'œil de verre, qui avait insisté pour lui raconter de très longues et ennuyeuses histoires. Pauvre major, comment s'appelait-il, lui, déjà? Elle avait oublié. Monsieur Raphael, sa secrétaire, Mrs. Walters, Esther Walters, oui, et son valet ma sœur Jackson. Tout ça lui revenait. Alors voilà. Pauvre monsieur Raphael, il était donc mort. Il savait qu'il n'y en avait plus pour long. Bien longtemps. Il le lui avait pratiquement dit. Il semblait pourtant avoir duré davantage que le pensaient les médecins. C'était un homme fort, un homme tenace et extrêmement riche. Miss Marple resta pensive, ses aiguilles continuant à tricoter sans relâche, mais l'esprit pas vraiment à son ouvrage. Son esprit, il était avec feu monsieur Raphael à se remémorer de lui ce qu'elle pouvait.
Un homme marquant d'ailleurs. Elle le revoyait très bien, catégorique, difficile, irritable, odieusement discourtois parfois. Discourtoisie dont personne ne s'offusquait. Malgré tout, elle s'en souvenait aussi, parce qu'il était riche. Oui, très riche. Il avait avec lui sa secrétaire et son domestique, un masseur expert. Il ne pouvait guère se déplacer sans aide. Singulier personnage que ce garde-malade, songea Miss Marple. M. Raffil l'avait vraiment rudoyé en plusieurs occasions, et il ne s'était apparemment pas vexé. Là encore, bien entendu, parce que son patron était un homme riche. Je le paye 2 fois plus que ne le ferait n'importe qui, avait dit M. Raffil, et il le sait. Cela étant, il travaille bien. Miss Marple se demanda si Johnson, était resté jusqu'au bout au service de M. Raffil, c'est-à-dire plus d'1 an maintenant, 1 année et 3 ou 4 mois. Sans doute pas, supposa-t-elle. M. Raffil était homme à aimer le changement, il se lassait des gens, de leur façon d'être, de leur tête, de leur voix. Miss Marple le comprenait. Elle avait éprouvé cela aussi, parfois, avec son ancienne demoiselle de compagnie, cette créature éperdue de gentillesse, soucieuse de ne vous contrarier en rien, et dont les attentions et la voix bétifiante vous plongeaient dans un état d'exaspération permanent. Ah, songea-t-elle, quel changement depuis que... Allons bon, voilà qu'elle avait oublié son nom à elle maintenant. Miss Bishop? Non, pas Bishop. Quel casse-tête! Ses pensées revinrent à M. Raffil et à... Non, pas Jackson, Arthur Jackson. Sapristi, se désola de nouveau Miss Marple. Je mélange tous les noms. D'ailleurs, c'est Miss Knight que je voulais dire à l'instant, pas Miss Bishop. Pourquoi Bishop? La réponse lui vint. À cause des échecs, évidemment, des pièces d'échecs. Knight, le cavalier, Bishop, le fou. Vous allez voir que je vais l'appeler Miss Tour la prochaine fois, ou Miss Matt, encore qu'elle ne soit pas vraiment du genre à mater quelqu'un. Et la charmante secrétaire de M. Raffil, comment s'appelait-elle déjà? Ah, Esther Walters, oui, c'est ça. Je me demande ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'il lui a légué de l'argent? Elle a bien dû hériter un peu. M. Raffil, se souvint-elle, lui en avait touché un mot. Ou elle? Mon Dieu, quelle embrouillamini quand il fallait se rappeler les choses avec tant soit peu de précision. Esther Walters. Cette affaire l'avait bien secouée aux Caraïbes, mais elle avait dû s'en remettre. Elle était veuve, n'est-ce pas? Miss Marple lui souhaitait d'avoir rencontré un homme gentil, prévenant et digne de confiance. Mais elle en doutait un peu. Esther semblait faire les mauvais choix pour trouver un mari. Les pensées de Miss Marple revinrent sur M. Raffil. Ni fleurs, ni couronne, précisait la vie. Elle n'aurait de toute façon pas songé à en envoyer. Il aurait pu s'acheter toutes les serres d'Angleterre s'il avait voulu. Et puis, il n'avait pas eu ce genre de rapport. Ce n'étaient pas des liens d'amitié ou d'affection, ils avaient été... Quel était le mot qu'elle cherchait? Ils avaient été alliés. Oui, alliés, pendant un très court moment, un moment des plus excitants. Il avait été un allié précieux, elle le savait. Tellement précieux qu'elle était partie en courant dans la nuit noire et moite des Caraïbes pour aller le trouver. Oui, elle s'en souvenait. Elle portait ce... Comment appelait-on ça quand elle était jeune? Ah oui, ce fichu en laine rose bonbon. Une jolie petite écharpe rose dont elle s'était entouré la tête et devant laquelle il s'était esclaffé, le premier instant de stupeur passé. Mais après cela, elle sourit à ce souvenir, il avait suffi qu'elle dise un mot pour qu'il ne rit plus et fasse ce qu'elle lui demandait. Elle poussa un soupir. Tout cela avait été un grand moment, il fallait le reconnaître, dont elle s'était gardée de rien dire à son neveu ou à la chère Joan pour ne pas être prise en flagrant délit de désobéissance. Pauvre monsieur Raffil, murmura-t-elle avec un hochement de tête. J'espère qu'il n'a pas souffert. Probablement pas. Sa faim avait dû être adoucie à coups de sédatifs par ces médecins qu'il payait à prix d'or. Il avait beaucoup souffert pendant ces semaines aux Caraïbes, en revanche, presque sans arrêt. C'était un homme courageux. Un homme courageux.
Sa mort l'attristait parce qu'elle pensait que, même vieux, malade et invalide, avec lui le monde perdait quelqu'un. Elle se demandait comment il avait pu être dans les affaires. Impitoyable sans doute, discourtois, dominateur et agressif, attaquant tous azimuts, mais à l'amitié forte, pensa-t-elle, avec quelque part au fond de lui une forme de gentillesse qu'il se gardait bien de jamais laisser paraître. Un homme qu'elle respectait et admirait. Elle le regrettait donc et souhaitait qu'il ait pu quitter la vie sans trop de regrets ni de douleur. Maintenant, il devait sûrement avoir été incinéré et reposé dans une somptueuse urne de marbre. Elle ne savait même pas s'il avait été marié. Il n'avait jamais mentionné ni épouse ni enfant. Un solitaire ? Ou bien sa vie avait-elle été si remplie qu'il n'avait pas eu le temps de se sentir seul ? Elle se le demanda. Elle resta longtemps cet après-midi-là à se poser des questions sur M. Raphael. Elle n'avait pas prévu de le revoir après son retour en Angleterre et ne l'avait jamais revu. Elle avait pourtant la sensation étrange que, à tout moment, il aurait pu y avoir contact. S'il s'était rapproché d'elle, ou avait suggéré une rencontre, parce qu'il sentait qu'avoir sauvé à deux une vie humaine avait créé un lien, par exemple, ou à cause d'un lien d'un autre ordre. Une ressemblance. Mon Dieu, fit Miss Marple, consternée par l'idée qui venait de lui traverser l'esprit. Ce n'est tout de même pas que je serais impitoyable comme lui. Cette ressemblance. Jane Marple pourrait-elle jamais se montrer impitoyable ? Tu sais, se répondit-elle, c'est inouï. Je n'y avais jamais pensé, mais je crois que si je pourrais l'être. La porte s'ouvrit et une tête aux boucles brunes apparut. C'était Cherry, la bienvenue remplaçante de Miss Knight, Miss Fou-Cavalier. « Vous avez dit quelque chose ?» Je me parlais à moi-même, fit Miss Marple. Je me demandais si je pourrais jamais être sans pitié. « Quoi, vous ? Ça m'étonnerait. Vous êtes la gentillesse même. »« N'empêche, fit Miss Marple, j'ai l'impression que je pourrais le devenir pour la bonne cause. » « Qu'est-ce que vous appelez la bonne cause ? » ?»« La justice. »« C'est vrai que vous l'avez montré avec le petit Gary Hopkins, je dois dire, fit Cherry, le jour où vous l'avez surpris en train de torturer son chat. Je ne vous aurais jamais cru capable de houspiller quelqu'un comme ça. Vous lui avez flanqué une de ses frousses. Il n'est pas prêt de l'oublier. J'espère qu'il ne torture plus les chats. S'il le fait, il regarde bien que vous n'êtes pas dans les parages. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres gamins qui ont peur de vous. À vous voir avec vos pelotes de laine et vos jolis tricots, on vous croirait douce comme un agneau. Mais moi, je sais que des fois, vous pouvez devenir une vraie lionne si on vous pousse à bout. Miss Marple eut une petite moue dubitative. Elle ne se voyait pas vraiment dans le rôle que Cherry était en train de lui attribuer. Avait-elle jamais... Elle réfléchit, se rappelant certaines fois. C'est vrai qu'il y avait eu de grosses frictions avec Miss Bishop, non, Knight. Vraiment, il ne fallait plus qu'elle oublie les noms de cette façon. Mais son irritation s'était manifestée par des remarques, plus ou moins ironiques. Les lions ne maniaient certainement pas l'ironie, eux. Ça n'avait rien d'ironique, un lion. Ça bondissait, ça rugissait, ça se servait de ses griffes, ça plantait ses crocs dans ses proies. Tout de même, dit-elle, je ne crois pas m'être jamais comportée tout à fait à ce point. Quand elle se promena tranquillement dans son jardin ce soir-là, son habituel sentiment de frustration prit cette fois un tour plus aigu. Peut-être est-ce la vue d'un pied de muflier qui en fut la cause. Elle avait maintes et maintes fois répété à Georges
qu'elle n'en voulait que des jaunes soufres, pas de cette affreuse couleur violacée dont les jardiniers paraissaient tellement friands. Jaune soufre, prononça tout haut Miss Marple. Quelqu'un qui cheminait sur le sentier de l'autre côté de la grille tourna la tête et éleva la voix. Je vous demande pardon. Vous avez dit quelque chose ? Je crois bien que je parlais toute seule, fit Miss Marple, en regardant par-dessus la grille. C'était un visage qui ne lui était pas familier, alors qu'elle connaissait presque tout Sainte-Marie-Mide, de vue, sinon personnellement. Une femme fortement charpentée, vêtue d'une jupe élimée mais en tweed solide, et chaussée de bonnes chaussures de campagne. Elle portait un pull vert émeraude et une écharpe de laine tricotée. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent à mon âge, poursuivit-elle. Joli jardin que vous avez là, déclara la femme. Pas si joli que ça en ce moment, quand je pouvais m'en occuper moi-même. Oh, je sais, je comprends ce que vous pouvez ressentir. Je suppose que vous avez pour jardinier un de ces... J'ai des tas de noms pour eux, la plupart très grossiers. Un de ces vieux birbes qui s'imaginent tout savoir. Parfois c'est vrai, mais parfois ils n'y connaissent rien du tout. Ils viennent, boivent tasse de thé sur tasse de thé, et pendant ce temps-là ne désherbent pas. Certains ont beau être gentils, il y a de quoi enrager. Je suis moi-même bonne jardinière, ajouta-t-elle. Vous habitez ici ? Demanda Miss Marple avec une pointe de curiosité. En fait, je loge chez une certaine Mrs. Hastings. Je crois l'avoir entendu parler de vous. Vous êtes Miss Marple, n'est-ce pas ? Absolument. Je suis venue, disons, comme dame de compagnie jardinière. Je m'appelle Bartlett, au fait, Miss Bartlett. Il n'y a pas vraiment beaucoup à faire là-bas. Elle ne jure que par les plantes annuelles, alors il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle ouvrit les lèvres et montra ses dents en faisant cette remarque. Bien sûr, j'ai quelques autres petits travaux aussi, les courses, des choses de ce genre. Enfin, si vous avez besoin de quelques heures ici, je pourrais toujours vous en trouver une ou deux. Je crois bien que je me débrouillerai mieux que le gars que vous avez en ce moment. Ce ne serait pas difficile, fit Miss Marple. Moi, ce que je préfère, ce sont les fleurs. J'aime moins les légumes. Des légumes, j'en fais pour Mrs. Hastings. C'est barbant, mais nécessaire. Bon, il faut que j'y aille. Ses yeux détaillèrent Miss Marple des pieds à la tête, comme pour bien se la mettre en mémoire. Puis elle lui adressa un petit salut et s'en fut d'un pas pesant. Miss Hastings, ce nom ne disait rien à Miss Marple. Cette personne ne faisait pas partie de ses vieilles connaissances, ni de celles avec qui elle causait jardin. Ah, mais c'est ça, elle devait habiter ces maisons nouvellement construites au bout de Gibraltar Road. Plusieurs familles étaient venues s'y installer l'année précédente. Miss Marple poussa un soupir, décrocha un nouveau coup d'œil exaspéré au muflier, vit plusieurs mauvaises herbes qu'il lui démangeait d'arracher, un ou deux gourmands qu'elle aurait volontiers attaqués au sécateur, mais résista vaillamment à la tentation, contourna le jardin par l'allée et rentra à la maison. Son esprit revint à Mr. Raphael. Ils avaient été, lui et elle, quel était le titre de ce poème qu'on citait tellement quand elle était jeune ? Des navires qui se croisent dans la nuit. C'était particulièrement adapté, songea-t-elle, des navires qui se croisent dans la nuit. C'est la nuit qu'elle était allée le trouver, pour lui demander, non, pour exiger de l'aide, pour insister, pour dire qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et il avait accepté. Il avait mis les choses en train tout de suite. Peut-être avait-elle effectivement été un peu lionne en cette occasion. Non, non, absolument pas. Elle n'avait pas ressenti de colère. Elle avait insisté pour qu'il agisse tout de suite. Et il avait compris. Pauvre monsieur Raphael, le navire qu'elle avait croisé cette nuit-là était intéressant. Pour peu que l'on s'habituât à son cynisme, n'aurait-il pas pu être un homme agréable ? Non. Elle secoua la tête. Monsieur Raphael n'aurait jamais pu être un homme agréable. Allons,
Il était temps de le sortir de ses pensées. Des navires qui se croisent dans la nuit et conversent au passage. Juste un signal lumineux, une voix lointaine dans les ténèbres. Elle ne penserait probablement plus jamais à lui. Elle regarderait juste si une notice nécrologique paraîtrait dans le Times. C'était peu probable cependant. Ce n'était pas un personnage très connu. Il n'était pas renommé. Il avait seulement été très riche. Certes, des tas de gens avaient une notice nécrologique dans les journaux simplement parce qu'ils étaient très riches. Mais elle pensait que la richesse de M. Raffil n'était peut-être pas de cet ordre. Il n'avait pas été un magnat de l'industrie, ni un génie de la finance, ni un grand banquier. Il avait simplement, toute sa vie durant, amassé des tonnes d'argent.